Chapitre 1, la découverte. Damon Lynch avait bâti sa fortune en décryptant les gens, sachant quand ils mentaient, quand ils complotaient, quand ils trahissaient. 20 ans de conseils en sécurité privée lui avaient appris que chacun avait des secrets. Mais il n'aurait jamais imaginé que le plus sombre secret serait de dormir à ses côtés chaque nuit. L'appel de son assistante arriva à 2h47 du matin, lors de son voyage d'affaires à Chicago. « Monsieur Lynch, votre femme a appelé. Votre fille Emma est à l'hôpital Saint-Maries pour une otite. » Damon prit le premier vol pour Denver, l'esprit en ébullition. Emma, 6 ans, avait toujours été en bonne santé, jamais même un gros rhume. Les 3 heures de vol lui parurent interminables, l'inquiétude lui insinuant. Christine semblait affolée au téléphone, à peine cohérente à travers ses larmes. Il franchit les portes de l'hôpital à 8 heures, toujours vêtu de son tailleur froissé. Christine était assise dans la salle d'attente, ses cheveux au burn ébouriffés, son maquillage maculé. À côté d'elle était assis son père, Herman Butler, un homme en qui Damon n'avait jamais pleinement confiance malgré 15 ans de mariage. « Papa » appela la voix faible d'Emma lorsqu'il entra dans sa chambre. Elle était pâle, allongée sur des draps blancs, l'oreille gauche bandée. « Dis donc, princesse, papa est là. » Damon l'embrassa sur le front, le cœur brisé par sa fièvre. Le docteur Patricia Trujillo entra, l'air grave. « Monsieur Lynch, j'ai besoin de vous parler en privé. » Dans le couloir, les paroles du médecin firent l'effet d'un coup de massue. Ce n'était pas une infection naturelle. Quelqu'un avait délibérément introduit un corps étranger profondément dans le conduit auditif de votre fille. Cela avait provoqué une inflammation importante et aurait pu endommager définitivement son audition. Le sang de Damon se glaça. Quel genre d'objet? Les mains du docteur Trujillo tremblèrent légèrement lorsqu'elle sortit un petit sac de preuves. À l'intérieur se trouvait un microtransmetteur sophistiqué, pas plus gros qu'une pilule. C'est une sorte d'appareil d'écoute, très perfectionné. La police a été prévenue, mais Monsieur Lynch. Elle marqua une pause, scrutant son visage. Avez-vous laissé votre fille chez quelqu'un récemment? Oui. Le mot sortit comme un grognement de ma femme et de ses parents lors de mon voyage d'affaires. Le visage du médecin s'assombrit. Monsieur Lynch posant cela exigeait une précision médicale. Quelqu'un maintint sa fille au sol et l'introduisit assez profondément pour éviter d'être détecté lors d'un examen superficiel. C'était calculé. Damon fixa l'appareil, son esprit assimilant les implications avec la froide efficacité qui avait fait son succès. Quelqu'un avait utilisé sa fille comme dispositif de surveillance. Quelqu'un ayant accès à son domicile, à sa famille, à sa vie. Qui était au courant de votre réunion à Chicago? Demanda doucement le docteur Trujillo. Ma femme, ses parents, mon associé. Damon s'arrêta. Une terrible révélation se forma. Seules 4 personnes connaissaient les détails précis de cette affaire. Comme appelée par ses pensées, Christine apparut dans l'embrasure de la porte. Damon, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, venez ici. Sa voix était d'un calme mortel. Christine s'approcha avec hésitation, ses yeux verts naviguant entre Damon et le médecin. Lorsqu'elle vit le sac de preuves, son visage devint blanc. Pouvez-vous expliquer cela? Damon brandit l'émetteur. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Mais Damon l'a vu. Cette micro-expression qui a duré une fraction de seconde. Reconnaissance, peur, pas confusion. À cet instant, après 20 ans de lecture, on lui a tout dit. Le médecin dit que quelqu'un avec des connaissances médicales a placé ça dans l'oreille d'Emma. La voix de Damon est restée étrangement contrôlée. Quelqu'un qui avait accès à elle pendant que j'étais à Chicago. Les lèvres de Christine tremblaient. Vous insinuez? Comment avez-vous pu penser? Je ne suggère rien. Damon a empoché le sac de preuves. J'énonce des faits. Quelqu'un a utilisé notre fille comme écoute. Quelqu'un qui était au courant de l'affaire de Chicago, qui vaut 47 millions de dollars. Le docteur Trujillo s'est éclairci la gorge. Je vous laisse discuter. Emma ira bien, mais je recommande une thérapie pour le traumatisme. Elle a regardé Christine droit dans les yeux. Les enfants se souviennent d'une violation même lorsqu'ils ne peuvent pas l'exprimer. Après le départ du médecin, mari et femme se tenaient dans le couloir stérile, le poids d'accusations non formulées pesant entre eux. Je ne ferai jamais de mal à Emma, murmura Christine. Non, acquiesça Damon, son regard gris rivé sur le sien. Mais tu as laissé quelqu'un d'autre le faire.
Le sang-froid de Christine se brisa. Ce n'est pas vrai. Tu as tort. Ah bon? Damon s'approcha et Christine recula inconsciemment. Explique-moi alors pourquoi ma fille fait des cauchemars à propos de l'homme aux mains froides depuis exactement 3 jours. Explique-moi pourquoi elle a peur de dormir dans sa propre chambre. Explique-moi pourquoi elle n'arrête pas de demander si le jeu du médecin est terminé. Chaque mot frappait Christine comme un coup de poing. Son visage alternait entre émotion, déni, peur, culpabilité, et finalement un éclair qui ressemblait presque à du soulagement. Damon, s'il te plaît. Non. Il se tourna vers la chambre d'Emma. Je ramène ma fille à la maison. Tu peux rentrer chez tes parents. Ne rentre pas avant que je ne te le dise. Alors que Damon s'éloignait, il entendit l'appel chuchoté de Christine. Ça n'a pas marché. Il sait que quelque chose ne va pas. Que faire maintenant? Damon sourit froidement. La chasse avait commencé. Chapitre 2. Démêler les fils. La Bentley de Damon s'est garée dans l'allée circulaire de sa demeure de Highlands Ranch au coucher du soleil. Emma dormait paisiblement sur le siège de sa voiture, enfin libérée de la douleur grâce aux antibiotiques. La maison de style victorien qu'il avait achetée pour les 30 ans de Christine ressemblait maintenant à une scène de crime. Ross, j'ai besoin de toi. Damon parlait dans son téléphone en portant Emma à l'intérieur. Ross Hartman était son associé depuis 10 ans et ce qui se rapprochait le plus d'un ami pour Damon. Apporter le matériel de débogage. En attendant, Damon borda Emma dans la chambre d'amis. Il ne supportait pas de la remettre dans sa chambre et commença sa propre enquête. Des années de travail en sécurité lui avaient appris que les amateurs laissaient toujours des traces. Dans le dressing de Christine, il trouva la première preuve, un téléphone portable caché derrière des boîtes à chaussures. Pas un téléphone ordinaire, mais un téléphone jetable avec seulement 3 contacts. J'ai papa. Et urgence. L'historique des SMS le fit bouillir de rage. J'ai pose de l'appareil réussi. Qualité audio excellente. Christine, pleura-t-elle pendant des heures. Je n'en peux plus. Tiens, tu te souviens de l'enjeu? L'accord de Chicago vaut plus que prévu. Christine, et après? Tu as promis qu'on serait ensemble. Tiens, bientôt, ma puce. Une fois Lynch éliminé, tout change. Éliminé. Il ne le volait pas seulement. Il prévoyait de le tuer. Ross arriva moins d'1 heure plus tard. Sa grande carrure transportait du matériel électronique sophistiqué. Bon sang, Damon, tu as une mine de mort. De quoi s'agit-il? Damon lui montra l'émetteur et les SMS. Ross, un ancien Navy SEAL devenu spécialiste des SMS, siffla doucement. Grade militaire. Ce n'est pas une femme infidèle qui engage un détective privé. Quelqu'un avec de sérieux moyens est à tes trousses. Ratisser la maison. Tout. Il a fallu 3 heures, mais ils ont trouvé 6 autres appareils. 2 dans le bureau de Damon, 1 dans la chambre principale, 1 dans sa voiture et 2 dans son bureau personnel. Le niveau de surveillance était extraordinaire. Ils savent tout, murmura Ross en examinant un appareil camouflé en prise murale. Chaque appel, chaque rencontre, chaque conversation avec Emma. Damon serra les dents. Combien de temps, d'après les méthodes d'installation? Je dirais 6 mois minimum. 6 mois. Son esprit repassait chaque conversation privée, chaque transaction commerciale, chaque moment intime avec sa femme. Tout était enregistré, analysé, utilisé contre lui. Il y a plus, dit Ross d'un ton sombre. Ces appareils transmettaient vers un endroit à Cherry Creek. Un quartier chic. Damon connaissait bien Cherry Creek. C'est là qu'il avait rencontré Gérard Hancock pour la première fois il y a 5 ans, lors d'un gala de charité. Gérard, le charmant marchand d'art devenu ami de la famille. Gérard, qui était venu chez eux des dizaines de fois. Gérard, qui avait montré un intérêt inhabituel pour les affaires de Damon. Je veux une surveillance complète de Gérard Hancock, dit Damon à Ross. Dossier financier, relevé téléphonique, historique de voyage, tout. Tu penses que c'est G? Je pense qu'il est mort. Comme pour confirmer ses soupçons, le téléphone de Damon vibra, accompagné d'un SMS de Christine. S'il te plaît, viens chez papa. Il faut qu'on parle. C'est un malentendu. Sans répondre,
Damon se rendit à Cherry Creek et se gara devant la galerie de Gérard. Par la fenêtre, il vit Gérard faire les 100 pas. Le téléphone lui collait à l'oreille. Même à 50 mètres, le langage corporel de l'homme criait la panique. Le téléphone de Damon sonna. Numéro inconnu. Lynch. Sa voix était glaciale. Monsieur Lynch. Une voix nerveuse qu'il ne reconnut pas. Ici Craig Durham. Je travaille pour Gérard Hancock. Il m'a demandé de vous appeler. Passez-le. Il ne peut pas répondre pour le moment, mais il voulait que je vous informe qu'il y a eu un malentendu au sujet de votre femme. Damon raccrocha et appela Ross. J'ai besoin des antécédents de chaque employé de la galerie Hancock. Vérifiez également les dossiers financiers de Gérard Hancock et comparez-les à ceux de Craig Durham. 20 minutes plus tard, Ross rappela. Craig Durham est le comptable de Gérard, mais voici le plus intéressant, il est aussi le neveu d'Herman Butler. Tout s'est mis en place. Herman Butler, père de Christine et banquier à la retraite. Avec des relations dans tout le quartier financier de Denver. Gérard Hancock, marchand d'art aux problèmes de trésorerie et au goût de luxe. Craig Durham, le lien entre eux. Il ne s'agissait pas seulement d'adultère. Il s'agissait d'un complot soigneusement orchestré impliquant la famille de sa femme, son amant et peut-être d'autres personnes. Ils avaient utilisé sa fille comme dispositif de surveillance pour voler ses secrets d'affaires et planifier son meurtre. Damon affichait un sourire sombre en observant Gérard par la fenêtre de la galerie. L'homme transpirait malgré la fraîcheur du soir, consultant constamment sa montre et son téléphone. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de Christine. Damon, s'il te plaît. Emma a besoin de ses 2 parents. On peut arranger ça? Il répondit, rentre demain à 20h, viens seul. On va tout arranger. En rentrant chez lui, Damon avait déjà 3 longueurs d'avance. Ces gens avaient commis une erreur cruciale. Ils l'avaient sous-estimé. Ils le prenaient pour un riche homme d'affaires parmi tant d'autres. Doucement, confiant, vulnérable. Ils allaient bientôt apprendre que Damon Lynch avait bâti sa fortune dans l'ombre, là où la clémence était synonyme de faiblesse et où la trahison se payait au prix du sang. Chapitre 3. Le stratagème du banquier. À 6 heures du matin le lendemain, Damon était assis dans son bureau à consulter ses dossiers financiers, tandis qu'Emma prenait son petit déjeuner avec une nounou qu'il avait engagée de nuit, une ancienne agente du FBI soigneusement contrôlée nommée Rebecca Hall. Il ne laisserait plus jamais la sécurité de sa fille au hasard. Les recherches de la nuit précédente avaient révélé toute l'ampleur du complot. Herman Butler n'avait pas pris sa retraite du secteur bancaire. Il avait été contraint de démissionner après une enquête interne sur des accès non autorisés à des comptes. La galerie de Gérard Hancock perdait de l'argent, maintenu à flot par des prêts douteux. Craig Durham transférait discrètement de l'argent entre des comptes offshore. Pour les 2 hommes. Mais la véritable révélation est survenue lorsque Damon a accédé à ses propres relevés bancaires. Au cours des 6 derniers mois, quelqu'un avait effectué de petits retraits sur ses comptes, jamais suffisants pour déclencher des alertes, mais totalisant près de 300 000 $. L'argent avait filtré à travers un réseau complexe de comptes avant d'atterrir dans une banque des îles Caïmans. Ils m'ont saigné à blanc, murmura-t-il en étudiant les schémas de transfert. Son téléphone sonna. C'était Spencer Gomez, l'expert comptable de sa société de sécurité. Damon, tu dois voir ça. J'ai effectué l'analyse financière que tu as demandée sur la famille Butler. La voix de Spencer était tendue par l'excitation. Herman Butler prépare ça depuis des années. Il a des dossiers détaillés remontant à ton mariage. Quel genre de dossier? Tout. Tes transactions commerciales, tes habitudes personnelles, même tes profils psychologiques. On dirait qu'il t'observe comme une cible depuis le premier jour. Les implications frappèrent Damon comme un coup dur. Son mariage n'avait pas seulement mal tourné. C'était un piège depuis le début. 15 ans de sa vie, la naissance de sa fille, chaque moment intime, tout cela orchestré. Spencer, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu retrouver la source exacte de l'appareil d'écoute? Ces appareils ont des numéros de série et des certificats de fabrication. Donne-moi 1 heure. Damon raccrocha et se dirigea vers la cuisine où Emma jouait avec ses céréales. Malgré tout, elle souriait. La résilience de l'enfance était remarquable. Papa, quand sa maman rentrera ce soir, ma chérie. Mais d'abord, papa a du travail. À 10 heures,
Ross arriva avec un épais dossier et un air sombre. Tu ne vas pas aimer ça. Les photos de surveillance étaient dévastatrices. Gérard et Christine se voyaient régulièrement depuis plus d'1 an, mais pas seulement pour des rencontres amoureuses. Les photos les montraient avec Herman Butler, Craig Durham et 2 autres hommes que Damon ne reconnaissait pas, à divers endroits de Denver. C'est pire, continua Ross. J'ai retrouvé le numéro de série de l'appareil d'écoute. Il a été acheté par une entreprise appelée Mountain Security Solutions. Je n'en avais jamais entendu parler. C'est parce que c'est une société écran. Devinez qui est répertorié comme actionnaire principal. Damon serra les dents. Herman Butler va mieux. Mountain Security Solutions a des contrats avec 3 grandes banques de Denver, dont First National, où sont détenus vos comptes professionnels. Le déclic a été fait. Herman Butler avait utilisé ses relations bancaires pour créer une société de sécurité, ce qui lui donnait un accès légitime à du matériel de surveillance et à des informations privilégiées sur des cibles de grande valeur. Damon n'était pas leur première victime. Il était juste leur plus grosse proie. Et il y a encore une chose, dit Ross doucement. J'ai trouvé des preuves d'au moins 4 autres opérations similaires au cours de la dernière décennie. Des hommes riches. Tous avaient des épouses ou des petites amies connectées au réseau étendu d'Herman Butler. Que leur est-il arrivé? Ross ouvrit un autre dossier révélant des coupures de presse. 2 sont morts dans des accidents. L'un se serait suicidé lors d'un divorce houleux. Le 4e a complètement disparu, déclaré mort après 7 ans. Damon contemplait les photos d'hommes décédés qui avaient fait confiance aux mauvaises personnes. Des hommes comme lui qui avaient bâti une fortune et se l'étaient fait voler par leurs proches. Ce ne sont pas que des voleurs, dit-il doucement. Ce sont des tueurs en série. À 15 heures, Spencer rappela avec une nouvelle encore plus accablante. Damon, l'affaire de Chicago. Ils connaissent chaque détail. J'ai trouvé des preuves que Gérard Hancock a été en contact avec vos concurrents. Si cette affaire échoue, vous risquez la faillite. Pourrez-vous la sauver? Peut-être, mais j'ai besoin de savoir jusqu'où êtes-vous prêt à aller. Damon regarda par la fenêtre Emma jouer dans le jardin, protégée par la présence vigilante de Rebecca Hall. Sa fille méritait mieux qu'un père qui se laissait faire sous la menace. Quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, à 19h45, Damon était assis dans son salon, un verre de bourbon à la main. La maison était silencieuse. Emma dormait chez la fille d'un de ses employés les plus fidèles, à l'abri de ce qui allait se passer. À 20h précises, la voiture de Christine s'engagea dans l'allée. Elle entra prudemment, sa confiance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. « Où est Emma » demanda-t-elle. « En sécurité ?» Damon désigna la chaise en face de lui. « Assieds-toi. » Christine se percha au bord de la. Elle s'assit sur sa chaise, les mains jointes. « Damon, pour l'appareil. Je peux t'expliquer. J'en suis sûr. Mais d'abord, laisse-moi te dire ce que je sais. » La voix de Damon était conversationnelle, presque amicale. « Je suis au courant pour Gérard. Je suis au courant pour l'entreprise de ton père. Je suis au courant pour l'argent que tu as volé. Je suis au courant pour l'affaire de Chicago. » Le visage de Christine devint blanc, mais elle essaya de garder son sang-froid. « Tu tires des conclusions hâtives. Je suis au courant pour Mountain Security Solutions. Je suis au courant pour les autres victimes. Je suis au courant pour les meurtres. » Le dernier mot resta en suspens comme une condamnation à mort. La façade de Christine s'effondra complètement. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmura-t-elle. Quand papa l'a suggéré la première fois, il a dit qu'on prendrait juste de l'argent et qu'on disparaîtrait. Puis Gérard s'en est mêlé et les choses se sont compliquées. » Compliquées? La voix de Damon devint assassine. « Tu as mis un écouteur dans l'oreille de notre fille. Tu as violé une enfant de 6 ans pour me voler. » Des larmes coulèrent sur le visage de Christine. « Je n'ai jamais voulu faire de mal à Emma. Je leur ai dit que c'était trop, mais ils ont dit que si je ne coopérais pas, ils te tueraient quand même et feraient croire qu'un rival en affaires l'avait fait. Alors, tu as choisi de me trahir plutôt que de me faire la guerre. J'ai choisi de te garder en vie. » Christine perdit contenance. « Tu crois que c'était facile? Vivre avec la culpabilité, faire comme si tout était normal. » Damon se leva lentement, son regard gris rivé sur le sien. « Tu veux savoir ce qui n'est pas facile? Expliquer à ma fille pourquoi sa mère lui a fait du mal.
Reconstruire une entreprise après que ta famille a tenté de la détruire. Apprendre que tout mon mariage était un mensonge. Qu'est-ce que tu vas faire? Damon sourit. Et pour la première fois, Christine vit l'homme qui avait bâti sa fortune dans l'ombre de la sécurité privée. Je vais te donner, à toi et à tes conspirateurs, exactement ce que vous méritez. Chapitre 4. La préparation du professionnel. 3 jours après les aveux de Christine, Damon était assis dans son bureau privé à examiner des dossiers personnels. La pièce avait été entièrement dépannée et sécurisée, ce qui en faisait le seul endroit de sa maison où il pouvait planifier librement. Son ordinateur portable affichait des dossiers détaillés sur chaque membre du complot, compilés par son équipe d'enquêteurs. Ross entra avec du café et un téléphone sécurisé. L'accord de Chicago était conclu. Spencer réussit à convaincre nos partenaires que la fuite venait de leur côté. Damon ferma l'ordinateur portable. En fait, il propose maintenant de meilleures conditions, par culpabilité et par rapport aux cibles. Damon ouvrit une chemise en cuir contenant 5 photos. Herman Butler, Gérard Hancock, Craig Durham et 2 autres hommes, Shaun Archer et Byron Frazier, qui avaient été identifiés comme des hommes de main pour l'opération. Herman Butler est l'architecte. Si vous le faites tomber, le reste s'effondre. Damon a retrouvé la photo de Butler, mais je veux qu'il comprenne tout ce qui arrive quand on touche à ma famille. Ross étudia les photos avec un intérêt professionnel. Les 2 hommes avaient travaillé dans la sécurité privée assez longtemps pour savoir que certains problèmes ne pouvaient être résolus par la voie légale. Quel est le délai? 3 semaines. J'ai envie de leur donner assez de cordes pour se pendre, puis de la resserrer d'un coup. Le téléphone de Damon vibra, accompagné d'un SMS de Christine. S'il vous plaît, laissez-moi voir Emma. Je suis chez papa et je deviens fou. Au lieu de répondre, Damon appela son avocat, Clarence Kelly, un homme spécialisé dans les divorces complexes impliquant des biens cachés. Clarence, j'ai besoin d'un audit judiciaire complet de la famille de ma femme. Dossier financier, propriété, tout remontant à 15 ans, préparation du divorce, préparation à la guerre. Cet après-midi-là, Damon se rendit dans un entrepôt industriel de Commerce City où il conservait du matériel spécialisé datant de l'époque où il était consultant en sécurité. La plupart de ses clients étaient des entreprises légitimes, mais certaines missions nécessitaient des outils relevant de zones d'ombre juridique. L'entrepôt contenait de tout, du matériel de surveillance à des objets plus exotiques, le genre de matériel capable de faire disparaître définitivement les problèmes. Damon espérait ne plus jamais avoir accès à cet arsenal, mais la sécurité de sa famille exigeait des exceptions à ses limites morales habituelles. Il sélectionna plusieurs objets, des appareils de communication intraçables, des caméras miniatures, des logiciels de suivi financier et d'autres outils qui lui permettraient de mettre ses ennemis sur un pied d'égalité. Son téléphone sécurisé sonna. C'était Frédéric Dodson, un contact de l'époque où il travaillait comme contractuel militaire et qui dirigeait désormais des services de renseignement privés. Lynch a entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'une assistance spécialisée. Peut-être. Pouvez-vous me fournir des informations sur un certain Gérard Hancock? J'ai besoin de tout. Ses antécédents financiers, personnels et criminels, le cas échéant. Donnez-moi 48 heures. Ce soir-là, Damon alla chercher Emma à l'appartement de Rebecca Hall. La nounou avait été d'une aide précieuse, assurant sa sécurité tout en servant de conseillère en traumatologie pour les expériences récentes d'Emma. Comment va-t-elle? Demanda Damon tandis qu'Emma jouait avec des jouets dans la pièce voisine. Les enfants résilients sont remarquables pour cela, mais elle s'enquiert de sa mère. Je sais que j'essaie de la protéger du pire. Rebecca observa le visage de Damon. Et que se passe-t-il lorsque la protection exige des actions irréversibles? La question resta en suspens entre eux. Rebecca était au FBI depuis assez longtemps pour savoir reconnaître quand quelqu'un planifiait quelque chose qui outrepassait les limites de la légalité. La sécurité de ma fille passe avant tout, dit finalement Damon. Tout le reste est secondaire. Cette nuit-là, alors qu'Emma dormait, Damon reçut un appel de Spencer avec des nouvelles inquiétantes. Ils accélèrent leur échéancier. Gérard Hancock vient de réserver un vol pour les îles Caïmans pour la semaine prochaine. S'il parvient à atteindre ses comptes offshore, l'argent disparaît à jamais. De combien parlons-nous? D'après mon analyse, près de 2 millions de dollars vous ont été volés, avoués à au moins 3 autres victimes, au cours des 5 dernières années. Damon sentit sa colère se cristalliser en une détermination sans faille. Ce n'était pas que des voleurs.
C'étaient des prédateurs qui avaient perfectionné leur système au fil des années. Spencer, j'ai besoin que tu gèles tous les comptes que tu peux identifier. Utilise tous les mécanismes légaux nécessaires. C'est déjà en cours. Mais Damon, une fois que nous aurons fait ces démarches, ils sauront que nous les avons sur la piste. Ils pourraient s'enfuir, ou pire, accélérer leur plan. Bien. Qu'ils viennent. Le lendemain matin, Damon reçut l'appel qu'il attendait. La voix d'Herman Butler était soigneusement maîtrisée, mais Damon percevait la tension sous-jacente. Damon, je crois qu'il faut qu'on parle d'homme à homme. De quoi, Herman? De Christine? De la famille? De malentendus qui ont dégénéré. Je t'écoute. Pas au téléphone. Retrouve-moi chez moi ce soir. 19h. Juste toi et moi. Damon sourit d'un air sombre. Ils étaient enfin prêts à passer à l'action. J'arrive. Après avoir raccroché, Damon appela Ross. Ils accélèrent. Mais il veut un face-à-face ce soir. C'est un piège. Bien sûr que si. C'est pourquoi nous allons nous préparer à les affronter. Alors que Damon se préparait pour la confrontation du soir, il pensait aux hommes qu'il avait sous-estimés. Il voyait un homme d'affaires prospère et supposait que cela signifiait être doux, naïf, impréparé à la vraie violence. Ils étaient sur le point d'apprendre que Damon Lynch avait bâti sa fortune dans des recoins sombres du monde où la survie dépendait d'être plus impitoyable que ses ennemis. Ce soir, la chasse allait commencer sérieusement. Chapitre 5. Pose du piège. La maison d'Herman Butler à Cherry Hills Village ressemblait à un modèle de magazine, une vaste maison de style ranch avec des jardins soignés et une allée circulaire bordée de voitures de luxe. En arrivant à 19h, Damon remarqua l'emplacement. La BMW de Gérard Hancock, la Mercedes de Craig Durham et un SUV noir qu'il ne reconnaissait pas. Ils sont revenus. Bien. Il avait prévu ça. La voix de Ross grésilla dans l'oreillette presque invisible de Damon. J'ai un œil sur toutes les sorties. 3 hommes à l'intérieur, en plus de Butler, Gérard, Durham et un nouveau venu. Le costaud a l'air d'un militaire. Ce sera Shaun Archer. Un ancien mercenaire travaille maintenant dans la sécurité privée. Damon vérifia une dernière fois son enregistreur dissimulé. N'oubliez pas, j'ai besoin qu'ils avouent officiellement avant de passer à la phase 2. Damon se dirigea vers la porte d'entrée, détendu et confiant. Il avait appris depuis longtemps que paraître inoffensif rendait souvent les adversaires trop sûrs d'eux. Herman Butler ouvrit la porte en personne, son sourire de politicien figé. À 62 ans, il affichait encore l'autorité d'un homme qui contrôlait des millions d'actifs bancaires. Damon, entrez. Entrez. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Le salon avait été soigneusement aménagé. Herman était assis derrière un grand bureau en chêne, une position de pouvoir. Gérard Hancock était affalé dans un fauteuil en cuir à gauche, s'efforçant d'avoir l'air décontracté mais ne parvenant pas à cacher sa nervosité. Craig Durham, figé dans un fauteuil à dossier droit, la sueur lui perlant le front malgré la fraîcheur de la soirée. Le 4e homme se tenait près de la fenêtre, Shaun Archer, exactement comme Ross l'avait décrit. 1,90 mètres, allure militaire, le genre d'homme qui résolvait les problèmes par la violence. À boire, proposa Herman en désignant un bar bien chaussé. Je vais bien. Damon prit la chaise en face d'Herman, remarquant que la position plaçait Archer derrière lui. Heure d'amateur. De quoi vouliez-vous discuter? L'expression d'Herman devint sérieuse. Ma fille a porté de graves accusations concernant des appareils d'écoute, des irrégularités financières, franchement, des théories du complot assez farfelues. Sont-ce des théories? Bien sûr que si. Gérard a finalement parlé, la voix trop forte. Toute cette histoire est un malentendu qui a complètement échappé à tout contrôle. Damon s'est tourné vers Gérard. Environ 4 ans, plutôt calme, le genre d'homme qui n'avait jamais subi de réelles conséquences pour ses actes. Expliquez-moi le malentendu. Gérard a échangé un regard avec Herman. L'appareil que votre fille, celui trouvé dans son oreille, a été placé là par accident. Accident. La voix de Damon était dangereusement basse. Confusion médicale. Craig Durham intervint, parlant pour la première fois. Une confusion à l'hôpital lors d'un examen de routine. Damon faillit rire. Ils allaient vraiment essayer de le manipuler. Donc,
vous dites que le docteur Patricia Trujillo, une pédiatre diplômée, a confondu un appareil d'écoute sophistiqué avec du matériel médical standard. Les hommes ont échangé des regards nerveux. Herman se pencha en avant, son instinct de banquier lui suggérant de limiter les pertes. Damon, soyons francs. Tu as réussi. Parfois, le succès fait des ennemis. Il est possible que quelqu'un ait installé ce dispositif pour semer le trouble dans ta famille. Quelqu'un ayant des connaissances médicales et ayant accès à ma fille. Exactement. Ce qui exclut toute personne présente dans cette pièce. Damon sortit son téléphone et passa un enregistrement audio. Les aveux de Christine, 3 nuits auparavant. Sa voix emplit la pièce. Quand papa l'avait suggéré, il avait dit qu'on prenait juste de l'argent et qu'on disparaissait. Puis Gérard s'en mêla et les choses se compliquèrent. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. La main de Sean Archer se rapprocha de sa veste. Elle était émue, dit prudemment Herman. Perplexe. Tu ne peux pas prendre ce qu'elle disait au sérieux. Elle mentionna également d'autres victimes masculines au cours de la dernière décennie. 2 d'entre elles étaient mortes dans des accidents. Gérard se leva alors. Son sang-froid finissait par craquer. Tu pêches. Tu n'as aucune preuve tangible, n'est-ce pas? Le sourire de Damon était prédateur. Mountain Security Solutions. Société écran créée il y a 3 ans avec Herman Butler comme actionnaire principal. Numéro de série VK 4471X sur un appareil d'écoute acheté par Mountain Security il y a 2 mois. Craig Durham pâlit. Comment pouvais-tu savoir? Parce que je suis meilleur que toi. Herman Butler se leva lentement, son masque de politicien glissant pour révéler quelque chose de plus laid en dessous. Tu as raison, bien sûr. Mais peu importe. Pourquoi? Parce que tu ne sortiras pas vivant de cette maison. Sean Archer s'avança, la main dans sa veste. Mais au lieu de dégainer une arme, il sortit un petit appareil et appuya sur un bouton. Les lumières de la pièce s'éteignirent et Damon entendit un léger bourdonnement électronique. Brouilleur de signal. Archer expliqua. Tes amis dehors venaient de perdre la communication. L'expression de Damon resta inchangée, n'est-ce pas? Par la fenêtre, 3 véhicules encerclèrent soudain la maison. Des SUV noirs aux vitres teintées. Des hommes en tenue tactique en sortirent, se déplaçant avec une précision militaire. La confiance d'Herman Butler s'évanouit. Qu'est-ce que c'est? Vous avez commis une erreur cruciale, dit Damon sur le ton de la conversation, tandis que les bruits d'effraction résonnaient dans d'autres pièces de la maison. Vous avez supposé que j'étais un homme d'affaires faible qui tomberait dans votre piège sans préparation. La voix de Ross résonna dans l'oreillette de Damon, claire malgré le brouilleur. L'équipement militaire ira à ses avantages. Toutes les cibles sont sécurisées. La porte du salon s'ouvrit brusquement et Ross entra avec 2 autres hommes, Frédéric Dodson et un autre opérateur que Damon connaissait de l'époque où il travaillait pour des contrats militaires. Gérard tenta de s'enfuir, mais Frédéric le plaqua avant qu'il n'atteigne le couloir. Craig Durham resta figé, apparemment trop terrifié pour bouger. Messieurs, Damon se leva, époussetant sa veste. Vous vouliez parler de ma famille. Maintenant, nous allons avoir cette conversation comme il se doit. Le visage d'Herman Butler était blême. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des droits. Vous avez renoncé à vos droits en torturant ma fille. La voix de Damon devint d'un froid mortel. Quand vous m'avez volé, quand vous avez planifié de me tuer. Sean Archer tendit la main vers son arme, mais se retrouva face au canon de 3 fusils d'assaut. Il leva lentement les mains. Un homme intelligent, commenta Frédé. Damon s'approcha du bureau d'Herman et s'assit, s'appropriant ainsi la position de pouvoir. Maintenant, voyons comment ça va se passer. Tu vas me rendre chaque centime que tu m'as volé, à moi et à tes autres victimes. Tu vas fournir des rapports complets de tes opérations. Puis il marqua une pause, scrutant chaque visage terrifié. Ensuite, nous allons discuter de ce qui arrive aux personnes qui s'en prennent aux enfants. Chapitre 6, la tempête qui se prépare. L'entrepôt abandonné de Commerce City avait été le lieu de repli de Damon pendant des années, un endroit où les conversations sensibles pouvaient avoir lieu sans interruption. Il servait désormais de centre d'interrogatoire pour les 5 hommes qui ont détruit sa famille. Chaque conspirateur était enfermé dans une pièce séparée. Incapable de communiquer avec les autres, l'isolement psychologique était toujours plus efficace que les menaces physiques.
Bien que Damon n'exclut pas cette dernière hypothèse, Ross sortit de la chambre d'Herman Butler avec un ordinateur portable et plusieurs dossiers. Il parle. Aveu complet, relevé financier, tout. Il dit vouloir conclure un marché. Quel genre de marché? L'immunité en échange d'informations sur leur réseau. Il s'avère que cette opération est plus importante que prévu. Damon étudia le fichier que Ross avait apporté. Les dossiers bancaires ont montré un réseau complexe de vols s'étendant sur 7 ans et impliquant 12 victimes. Tous les hommes riches avaient été systématiquement ciblés, volés et dans 4 cas assassinés. Combien de total? Estimation conservatrice? 15 millions de dollars. Mais ce ne sont que les actifs liquides. Ils ont également acquis des biens par le biais de sociétés écrans, en utilisant des identités volées pour établir des lignes de crédit, même en gérant des régimes de fraude à l'assurance. La portée était stupéfiante. Ce n'était pas seulement une famille de voleurs. C'était une entreprise criminelle organisée qui opérait en toute impunité depuis des années. Et les autres? Gérard essaie de tout blâmer sur Herman. Dit qu'il ne faisait que suivre les ordres. Je ne connaissais pas les meurtres. L'expression de Ross était dégoûtée. Craig Durham prétend qu'il faisait juste de la comptabilité. Complètement innocent. Un archer. Professionnel jusqu'à la fin. Ne dira pas un mot sans son avocat. Damon se dirigea vers la fenêtre donnant sur le sol de l'entrepôt. Au cours des 18 dernières heures, sa vie avait complètement changé. Il avait découvert que son mariage était un fraude. Sa femme était un criminel et sa fille avait été torturée dans le cadre d'un programme de vol élaboré. L'ancien Damon aurait pu tout remettre au FBI et faire confiance au système judiciaire. Mais le vieux Damon n'avait pas vu sa fille violée par les personnes en qui il avait le plus confiance. Son téléphone sécurisé a sonné. C'était Clarence Kelly, son avocat. Damon, j'ai terminé l'audit médico-légal que vous avez demandé. Vous devez le voir immédiatement. Mauvaise nouvelle. Nouvelle catastrophique. Votre femme transfère systématiquement des actifs matrimoniaux depuis plus de 2 ans. La maison, vos comptes d'investissement, même le fonds universitaire d'Emma. Tout a été exploité comme garantie pour les prêts qui sont allés directement sur des comptes offshore. Damon ferma les yeux. Combien d'expositions totales? Vous envisagez la faillite à moins que nous puissions récupérer les actifs rapidement. Et Damon, il y a autre chose. Christine a demandé le divorce hier. Elle prétend que vous l'avez menacée et abandonné Emma. Elle demande une garde complète et un soutien au conjoint. L'insulte finale. Ils avaient volé son argent, torturé sa fille, et maintenant ils voulaient l'emmener en permanence. Elle a également déposé une ordonnance d'interdiction, a poursuivi Clarence. Les réclamations sont dangereuses et instables. L'audience est demain matin. Damon a mis fin à l'appel et s'est silencieux pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur de leur trahison. Ils n'avaient pas simplement prévu de le voler. Ils ont conçu une destruction systématique de toute sa vie. Ross est apparu à côté de lui. Problème? Ils essaient de prendre Emma. L'expression de Ross s'assombrit. Il avait vu la relation de Damon avec sa fille. Savait qu'Emma était la seule chose qui comptait pour lui. De quoi avez-vous besoin? Temps et preuves qui les détruiront devant le tribunal. Combien de temps? 6 heures. L'audience de garde est à 9 heures. Nous obtiendrons ce dont vous avez besoin. Au cours des 3 prochaines heures, l'équipe de Damon a extrait les confessions de chaque conspirateur. Les méthodes n'étaient pas douces, mais elles étaient efficaces. Herman Butler a brisé en premier, fournissant des enregistrements détaillés de l'ensemble de l'opération. Gérard Hancock a suivi, désespéré de minimiser sa propre culpabilité. Craig Durham, confronté à la preuve de son rôle central dans la fraude financière, a accepté de coopérer pleinement. Seul Shaun Archer est resté silencieux, mais sa participation a été documentée par le témoignage des autres. À minuit, Damon avait tout ce dont il avait besoin. Des confessions enregistrées, des dossiers financiers, une documentation de 12 régimes criminels distincts et des preuves qui non seulement effaceraient son nom, mais détruisent ses ennemis devant le tribunal. Mais la victoire légale n'était pas suffisante. Ces gens avaient entendu sa fille. À 3 heures du matin, Damon était assis seul avec Herman Butler dans le bureau principal de l'entrepôt. Butler avait l'air hagardé, sa confiance antérieure remplacée par une peur désespérée. Je vous ai tout donné, Butler a plaidé. Confession,
enregistrement, numéro de compte. J'ai complètement coopéré. Oui, vous avez, Damon a accepté. Ce qui nous amène à la dernière affaire. Quelle dernière matière? Damon se pencha en avant. Tu tortures ma fille. Vous avez retenu un enfant de 6 ans et violé son conduit auditif avec un instrument médical. Le visage de Butler est devenu blanc. Ce n'était pas mon idée. Gérard a insisté sur le fait que nous avions besoin d'une surveillance audio. Tu étais le seul avec des connexions médicales. Vous êtes celui qui s'est arrangé pour le placement de l'appareil. Je pensais que ce serait juste inconfortable. Je ne savais pas que cela provoquerait une infection. Damon a étudié l'homme qui avait orchestré la destruction de sa famille. Avez-vous des enfants, Herman? 2 filles. Tu le sais. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un lui faisait ce que vous avez fait à Emma? Bulley a commencé à pleurer. S'il vous plaît, je ferai tout pour faire cela correctement. Je retournerai chaque centime, témoigner contre les autres, tout ce que vous voulez. Je sais que tu le feras, mais ce n'est pas suffisant. Damon se leva et se dirigea vers une armoire en acier, retirant un petit kit médical. Vous voyez, Herman, je crois en la justice proportionnelle. Vous utilisez des connaissances médicales pour blesser ma fille, nous allons donc utiliser des connaissances médicales pour vous blesser. De quoi parlez-vous? Rien permanent, rien qui ne vous tuera. Mais vous allez vivre exactement ce que Emma a vécu, seulement sans anesthésie. Les 2 heures suivantes ont complètement brisé Herman Butler. À l'aube, c'était une épave sanglotante qui aurait avoué quoi que ce soit pour faire arrêter la douleur. À 700 heures du matin, Damon est sorti de l'entrepôt portant une mallette pleine de preuves qui détruiraient ses ennemis devant le tribunal. Derrière lui, 5 hommes brisés ont attendu les agents du FBI qui arriveraient dans exactement 1 heure. Inclus par un appel anonyme concernant une opération de fraude financière majeure. Emma serait en sécurité. Son entreprise se remettrait. Ses ennemis passeraient des décennies en prison fédérale. Mais la vraie satisfaction est venue de savoir que chacun d'eux comprenait maintenant ce que c'était que d'être complètement impuissant, complètement violé, complètement à la merci de quelqu'un qui ne se souciait pas de sa douleur. La justice, a expliqué Damon, a eu de nombreux visages. Chapitre 7, le calcul. Le palais de justice du comté de Douglas était inhabituellement bondé pour une audience de garde à 9 heures. Damon est arrivé avec Clarence Kelly dans une mallette contenant des preuves qui changeraient tout. De l'autre côté de la salle d'audience, Christine s'est assise avec son avocat, une femme sharp-looking nommée Jennifer Vance, spécialisée dans les divorces à fort actif. Christine avait l'air hagardée, son apparence polie habituelle remplacée par l'énergie nerveuse. Elle pleurait clairement, son maquillage imparfait malgré tentatives évidentes de le réparer. La juge Patricia Monroe est entrée. Une femme sévère dans la cinquantaine connue pour son approche non décise du droit de la famille. Il s'agit d'une audience de garde d'urgence en matière de Lynch contre Lynch. Mademoiselle Vance, vous avez allégué un danger immédiat pour l'enfant mineur. Présentez votre cas. Jennifer Vance se tenait en toute confiance. Votre honneur, mon client a des preuves que son mari est devenu de plus en plus instable et dangereux. Hier, il a menacé sa famille et a disparu avec leur fille pendant plus de 12 heures sans explication. Monsieur Kelly, Clarence Kelly se leva lentement, sa tombe d'expression. Votre honneur, mon client a enquêté sur une conspiration criminelle impliquant sa femme et sa famille. Ce que nous avons découvert choquera cette cour. C'est une grave allégation, conseillère. En effet, c'est. Clarence a ouvert sa mallette et a retiré une pile de documents. J'aimerais présenter des preuves que Madame Lynch et ses co-conspirateurs ont effectué un programme de fraude élaboré ciblant des hommes riches pour le vol et le meurtre. Jennifer Vance a tiré sur ses pieds. Objection. C'est une garde entendre, pas un procès pénal. Soutenu, mais je permets une présentation limitée si elle se rapporte directement au bien-être de l'enfant. Clarence a activé un ordinateur portable connecté au système d'affichage de la salle d'audience. Votre honneur, il y a 3 jours, l'enfant mineur, Emma Lynch, a été emmenée à l'hôpital avec une grave infection de l'oreille. Ce que les médecins ont découvert n'était pas une infection naturelle, mais le résultat de quelqu'un qui plaçait délibérément un dispositif d'écoute au plus profond de son conduit auditif. Le visage de Christine est devenu blanc lorsque des photographies médicales sont apparues à l'écran montrant l'émetteur extrait. L'appareil nécessitait des connaissances médicales pour se placer correctement et était suffisamment sophistiqué pour transmettre l'audio pendant des semaines sans détection.
L'enquête a révélé qu'elle faisait partie d'une opération de surveillance complète contre M. Lynch, orchestrée par sa femme et son père. Le juge Monroe s'est penché en avant, étudiant les preuves. Ce sont de graves allégations. Avez-vous une preuve de l'implication de Madame Lynch? Oui, votre honneur. Clarence a joué l'enregistrement audio de la confession de Christine. Sa voix a rempli la salle d'audience. Lorsque papa l'a suggéré pour la première fois, il a dit « Nous prenons juste de l'argent et disparaissons ». L'enregistrement s'est poursuivi pendant 10 minutes, documentant l'ensemble conspiration. À la fin, Christine sanglotait tranquillement tandis que son avocat était assis dans un silence étonnant. Il y a plus, a poursuivi Clarence. Les dossiers financiers montrent un vol systématique d'actifs matrimoniaux totalisant plus de 2 millions de dollars. Les enregistrements téléphoniques documentent l'affaire de Madame Lynch avec Gérard Hancock, qui a été identifié comme le coordinateur du terrain des opérations. L'expression du juge Monroe est devenue de plus en plus grave. Madame Lynch, avez-vous participé à la mise en place de cet appareil à l'oreille de votre fille? Christine pouvait à peine parler. Je ne voulais pas. Ils ont dit que si je n'avais pas aidé, ils tueraient Damon de toute façon. Vous avez donc choisi de faciliter la torture d'un enfant de 6 ans plutôt que de contacter les autorités. J'avais peur. De qui? Mon père, Gérard, ont-ils dit. Ils ont dit avoir tué d'autres personnes qui ne coopéraient pas. La salle d'audience a éclaté dans des murmures. Le juge Monroe lui a frappé gave pour le silence. Monsieur Kelly, où sont ces co-conspirateurs maintenant? En garde à vue, votre honneur. Ils ont été arrêtés ce matin pour fraude par fil, blanchiment d'argent, et conspiration pour commettre un meurtre. Jennifer Vance a finalement trouvé sa voie. Votre honneur, même si ces allégations sont vraies, mon client a clairement été victime de coercition. Une victime qui a choisi de torturer sa propre fille plutôt que de la protéger. Le juge Monroe a interrompu. Madame Lynch, vous comprenez que je dois immédiatement commander une évaluation psychologique? Oui, votre honneur. Et que dans le respect des procédures pénales, vous n'aurez aucun contact avec l'enfant mineur. Christine est tombée en panne complètement. S'il vous plaît, c'est tout ce qu'il me reste. Vous auriez dû considérer cela avant de violer sa confiance et sa sécurité. Le juge Monroe s'est tourné vers Damon. Monsieur Lynch, je vous accorde la garde unique temporaire d'Emma Lynch. Madame Lynch n'aura supervisé les visites qu'après avoir terminé l'évaluation psychologique commandée par le tribunal et coopéré pleinement avec les autorités fédérales. Alors que le gavel du juge tombait, Christine s'effondra dans sa chaise, son monde a détruit aussi complètement qu'elle avait essayé de détruire celle de Damon. À l'extérieur du palais de justice, Damon a trouvé Emma attendant avec Rebecca Hall dans sa voiture. Elle a couru vers lui avec la joie simple de l'enfance, ignorant que son monde venait de modifier définitivement. Papa, tu as gagné? Oui, princesse. J'ai gagné. Cela signifie-t-il que maman ne peut plus me blesser l'oreille? La question a frappé Damon comme un coup physique à sa manière de 6 ans. Emma avait compris exactement ce qui lui était arrivé. Personne ne vous fera plus de mal, Damon a reçu un appel du FBI Randy Stewart, qui vous a fait l'observer. Been working for 3 years. We've now linked your wife's family to at least 15 separate criminal enterprises. What happened next? Full prosecution based on the confession and financial evidence. We're looking at life sentence for Herman Butler, à Gérard Hancock. Your wife, dead depend on how much she cooperate. Damon felt a cold satisfaction. Any other victim? We're working to recover assets and provide restitution. Your action may have saved several other family from destruction. À Damon a raccroché, il a réfléchi à l'étrange juge de la situation. Se sont complètement exposés. Leur cupidité et leur arrogance avaient été leur chute. Emma grandirait sans sa mère, mais elle grandissait également sans la menace de personnes qui la considéraient comme rien de plus qu'un outil de vol et de manipulation. Ce soir-là, alors que Damon cachait Emma dans un lit dans sa propre chambre, enfin en sécurité, elle a posé la question qu'il redoutait. Papa, pourquoi maman m'a-t-elle fait du mal? Damon a soigneusement choisi ses paroles. Parfois, les adultes font de très mauvais choix. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vous aimait pas, mais cela signifie qu'elle a choisi autre chose que vous vous gardiez en sécurité. Comme choisir de l'argent sur moi. L'idée était surprenante chez un enfant de 6 ans. Quelque chose comme ça. Vais-je la revoir?
Peut-être un jour quand vous êtes plus âgé et si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, c'est juste toi et moi. Emma hocha la tête solennellement, puis s'éclaira. C'est bon. Tu es le meilleur papa du monde. Alors que Damon regardait sa fille s'endormir, il ressentait une paix qu'il n'avait pas connue depuis des mois. La chasse était sûre. Ses ennemis ont été détruits. Sa famille, ce qui en restait, était en sécurité. Demain apporterait de nouveaux défis. Mais ce soir, la justice avait été rendue. Chapitre 8. Les conséquences se déroulent. 6 mois plus tard, Damon s'est assis dans sa reconstruction du bureau à domicile, examinant des rapports trimestriels tandis qu'Emma jouait à proximité. La maison était différente maintenant. Plus léger. D'une manière ou d'une autre, malgré tout ce qui s'était passé, ou peut-être. À cause de cela, la sonnette a sonné et Rebecca Hall, maintenant la nounou à plein temps d'Emma et le chef de la sécurité de Damon, y répondit. Elle est revenue quelques instants plus tard avec une enveloppe marquée personnelle et confidentielle. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Christine, boursée du centre de détention fédéral à Florence, Colorado. Damon, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'avais besoin d'écrire ceci. Je suis en conseil depuis 4 mois maintenant, essayant de comprendre comment je suis devenu la personne qui pourrait blesser notre fille. La vérité est que je planifie ceci depuis avant notre mariage. Papa m'a recruté spécifiquement pour vous cibler. J'étais censé vous épouser, apprendre votre entreprise, puis disparaître avec un règlement après quelques années. Mais alors Emma est née, et tout a changé. Je suis tombée amoureuse d'elle et de la vie que nous avons construite. J'ai continué à reporter le plan, en faisant des excuses à papa et à Gérard. Ils m'ont finalement donné un ultimatum. Coopérez complètement ou regardez-les vous tuer et encadrer pour cela. Je pensais que je vous protégeais en les aidant. Je vois maintenant à quel point je me trompe. Je ne m'attends pas à la pardon. Je ne le mérite pas. Mais je veux que vous sachiez qu'Emma est la seule chose que j'ai jamais faite, et vous êtes le seul homme que j'ai jamais aimé. Veuillez lui dire quand elle sera plus âgée. Dites-lui que je suis désolé. Christine Damon a plié la lettre et l'a placée dans son tiroir de bureau. Peut-être qu'un jour Emma voudrait le lire quand elle était assez vieille pour comprendre la complexité de la nature humaine. Son téléphone a sonné. C'était Spencer Gomez avec un rapport financier trimestriel. Bonne nouvelle dans tous les domaines. L'accord de Chicago a généré encore plus de revenus que prévu. La récupération des actifs de l'opération Butler est presque terminée et les nouveaux contrats de conseil en sécurité dépassent les attentes. Qu'en est-il des poursuites civiles? Installées. Les familles de la victime reçoivent une restitution complète plus des dommages-intérêts punitifs. Plusieurs ont déjà exprimé leur intérêt à embaucher nos services de sécurité. C'était ironique. Être ciblé par les criminels avait en fait amélioré la réputation commerciale de Damon. Les clients potentiels le considéraient comme quelqu'un qui pouvait gérer de graves menaces et protéger ce qui comptait le plus. Ross est entré dans le bureau avec le sac à dos d'Emma et les œuvres d'art scolaires. Comment était l'école aujourd'hui, princesse? Grand. J'ai un A sur mon projet scientifique sur les ondes sonores. Emma rayonna en montrant à Damon son rapport classé. La joie innocente sur son visage l'a toujours étonné. La résilience des enfants était remarquable. Avec des conseils appropriés dans un environnement sécurisé, Emma avait traité son traumatisme et avait avancé la vie. Monsieur Lynch, Rebecca est apparue dans la porte. L'agent Stewart est là pour vous voir. L'agent du FBI, Randy Stewart, était devenu un visiteur régulier au cours des derniers mois, coordonnant l'enquête et les poursuites complexes. Sa présence signifiait généralement des développements dans le cas. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Demanda Damon alors que Stewart entrait. Mélangé. Herman Butler est décédé hier en garde à vue. Crise cardiaque. Damon n'a ressenti aucune émotion à les nouvelles. Cause naturelle. L'autopsie déterminera cela, mais il avait reçu des menaces d'autres détenus qui n'appréciaient pas les abuseurs d'enfants. Et les autres, Gérard Hancock, plaide coupable pour éviter la peine de mort. La vie sans libération conditionnelle. Craig Durham coopère complètement. Il servira de 15 à 20 ans. Shaun Archer a eu 25 ans. Et Christine? L'expression de Stewart est devenue inconfortable. C'est la partie compliquée. Sa coopération a été inestimable et son avocat pousse une phrase réduite basée sur la contrainte et la coercition. Dans quelle mesure?
10 à 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle en 7. Damon le considérait. 7 ans ferait Emma 13 lorsque sa mère a été libérée. Assez vieux pour décider de lui-même si elle voulait un contact. Il y a autre chose, a continué Stuart. Nous avons identifié 3 autres réseaux criminels en utilisant des méthodes similaires. Votre cas s'est cassé. Ouvrez un écosystème entier de fraude familiale organisée. Le ministère de la Justice souhaite vous offrir un contrat de conseil. Quel genre de conseil? Aider les autres victimes, développer des contre-mesures, former les enquêteurs. La rémunération est substantielle et vous permettrait d'empêcher ce qui est arrivé à Emma de se produire à d'autres enfants. L'offre était tentante. Damon avait toujours trouvé la satisfaction de protéger les gens, ce qui lui donnerait une plateforme pour le faire systématiquement. Je vais le considérer. Après le départ de Stuart, Damon a trouvé Emma dans sa salle de jeu travaillant sur un puzzle. Elle leva les yeux en entrant, son visage brillant avec un bonheur innocent. « Papa, tu es triste de quelque chose ? » « Pourquoi demandez-vous ? Vous avez votre visage réfléchi, celui que vous obtenez lorsque vous résolvez des problèmes. » Damon était assis à côté d'elle sur le sol. « On m'a proposé un nouvel emploi. Cela aiderait d'autres familles qui avaient de mauvaises choses qui leur sont arrivées comme ce qui nous est arrivé. Des choses similaires. » Emma le considérait sérieusement. « Cela aiderait-il d'autres enfants comme moi ? » Oui. Alors tu devrais le faire. Les enfants ne devraient pas être blessés par les adultes. La simple clarté morale d'un enfant de 6 ans a mis la décision en perspective. Damon avait les ressources, les compétences et la motivation pour empêcher d'autres familles de vivre ce qu'elles avaient enduré. Tu as raison. Je devrais le faire. Ce soir-là, après Emma dormir, Damon se tenait dans son étude en regardant un mur de photographies. Des images du réseau des victimes Herman Butler avaient ciblé au fil des ans. 15 familles détruites par des hommes assassinés, des dizaines d'enfants traumatisés. Sa propre expérience avait été terrible, mais lui avait également donné les outils pour garantir que la justice était rendue. Pas seulement la justice juridique, mais le type de conséquences complètes qui dissuaderait les futurs prédateurs. Il a pensé que Christine seule dans sa cellule comprenant enfin le coût total de ses choix. À propos de Gérard Hancock confronté à des décennies en sécurité maximale. À propos de Herman Butler, dont le cœur avait finalement distribué sous le poids de ses crimes. Il pensait qu'il le chassait, mais à la fin il avait été le prédateur. Les compétences qui lui avaient fait réussir dans la sécurité privée, la patience, la planification, l'exécution impitoyable, l'avaient bien servi dans la guerre personnelle. Son téléphone bourdonnait d'un texte. D'un numéro inconnu. Monsieur Lynch, je m'appelle Sarah Chin. Mon mari a été assassiné par des gens qui ressemblent à ceux qui vous ont ciblé. L'agent Stewart m'a donné votre numéro. Pouvez-vous aider ? Damon sourit sinistrement en tapant sa réponse. Je serai en contact demain. Nous nous assurons de payer ce qu'ils ont fait. La chasse n'a jamais vraiment terminé. Il vient de trouver de nouvelles proies. Chapitre 9. La nouvelle commande. 1 an après la découverte de l'hôpital qui a tout changé. Damon se tenait devant un sous-comité du Sénat à Washington DC présentant son rapport sur les réseaux de fraude familiale organisée. Les 12 derniers mois l'avaient transformé de la victime à l'avocat et son travail de consultation avec le FBI avait aidé à démanteler les opérations criminelles dans cet État. Le sénateur Johan Randolph, le président du sous-comité, a examiné ses conclusions avec une préoccupation évidente. Monsieur Lynch, votre témoignage suggère que ces réseaux sont beaucoup plus sophistiqués qu'on ne le comprend auparavant. Oui, le sénateur, ils opèrent comme des agences de renseignement, recrutant des actifs, établissant une couverture profonde à long terme, effectuant une surveillance systématique. Le réseau qui ciblait ma famille était opérationnel depuis plus d'une décennie et avait généré environ 40 millions de dollars d'actifs volés. Et le coût humain, l'expression de Damon s'est endurcie. 17 décès confirmés. 32 enfants psychologiquement traumatisés. Des centaines de familles financièrement détruites. Ce ne sont pas des criminels opportunistes. Ce sont des prédateurs qui ont industrialisé la trahison. Après l'audience, Damon est retourné à Denver où Emma a attendu avec Rebecca Hall dans leur nouvelle maison à Greenwood Village. La vieille maison tenait trop de souvenirs douloureux. Celui-ci était un nouveau départ, équipé de systèmes de sécurité de pointe. Comment était Washington ? Demanda Emma en s'asseyant pour le dîner. À 7 ans,
elle se transformait en un enfant remarquablement perspicace. Peut-être vieilli par ses expériences, mais pas brisé par eux. Productif. Nous avons convaincu certaines personnes importantes de prendre ces crimes au sérieux. Cela signifie-t-il que d'autres enfants ne se blessent pas? Moins d'enfants seront blessés. Nous ne pouvons pas empêcher toutes les mauvaises choses, mais nous pouvons les rendre plus difficiles à faire. Emma hocha la tête solennellement. Bon. Personne ne devrait faire mal à l'oreille comme le mien. Plus tard dans la soirée, Damon a reçu un appel vidéo de l'agent Stewart. J'ai eu des nouvelles sur la situation de Christine. Bon ou mauvais? Dépend de votre point de vue. Elle a accepté de témoigner contre 3 autres réseaux. Nous avons identifié une coopération complète en échange d'un transfert vers une sécurité minimale. Le calendrier pour la libération encore 7 ans minimum. Mais Damon, il y a autre chose. Elle a écrit à Emma. La mâchoire de Damon se resserra. J'ai dit à la prison, les lettres ne sont pas livrées. Ils sont détenus selon vos instructions, mais elle a écrit plus de 50 lettres au cours des 6 derniers mois. Son conseiller dit que cela fait partie de son processus de thérapie. Que disent-ils? Excuses, principalement des histoires sur Emma en tant que bébé, des expressions de regret, rien de manipulateur ou inapproprié. Damon a considéré ce développement. Une partie de lui voulait que Christine ne comprenne plus. Emma est plus âgée, si elle demande de les partager de manière sélective. Parlez-moi de maman quand elle était bonne. Christine escrime avec reconnaissance qu'elle avait autrefois été capable d'amour. Avant votre naissance, maman et moi sommes allés à Paris pour notre anniversaire. Elle a passé des heures dans le Louvre à regarder des peintures. Elle a dit que l'art l'a aidé à comprendre la beauté dans le monde. Était-elle vraiment mauvaise alors? Mais est-elle devenue mauvaise plus tard? La question devenait plus sophistiquée à mesure que Emma vieillissait. Je pense qu'elle était toujours capable de mauvais choix, mais être votre maman a fait ressortir le bien en elle. C'est pourquoi vous êtes si spécial. Vous avez aidé quelqu'un à être meilleur que naturellement. Mais pas mieux pour me garder en sécurité. Non, pas mieux pour ça. Emma était silencieuse pendant un moment. Je suis content que vous m'ayez gardé en sécurité, papa. Je le ferai toujours, princesse. C'est mon travail. Alors qu'Emma s'est endormie, Damon a réfléchi à la transformation que sa vie avait subie. Il y a un an, il avait été un homme d'affaires prospère avec une famille apparemment parfaite. Maintenant, il était un veuf par choix, un père célibataire par nécessité et un croisé en appelant. Son téléphone bourdonnait d'un message crypté de Frédéric Dodson. Nouveau réseau identifié à Miami. 3 familles ciblées. Demandez une consultation immédiate. Damon sourit sinistrement en tapant sa réponse. En route demain, transmettez toutes les intelligences. La chasse a continué. Cela continuerait toujours. Mais maintenant, il ne protégeait pas sa propre famille. Il protégeait les familles qu'il n'avait jamais rencontrées. Les enfants qu'il ne verrait jamais, les gens qui ne sauraient jamais à quel point il se produirait à la destruction et détruire ses ennemis. Damon avait découvert son véritable objectif. Il n'était plus seulement un homme d'affaires qui avait été trahi. Il était un tuteur qui comprenait que certaines personnes étaient des prédateurs, et les prédateurs ne comprenaient qu'une seule langue. Force écrasante appliquée sans pitié ni hésitation. Sa fille était en sécurité. Sa fortune a été restaurée. Ses ennemis étaient morts ou emprisonnés. Mais surtout, il a appris la vérité sur lui-même. Damon Lynch n'était pas un homme qui a pardonné. Ce n'était pas un homme qui a oublié. C'était un homme qui s'est assuré que la trahison a conduit des conséquences si graves que d'autres réfléchiraient à 2 fois avant de cibler les innocents. La guerre contre ceux qui ont prié sur les familles ne se terminerait jamais. Mais pour la première fois de sa vie, Damon Lynch était exactement là où il appartenait, chassant des monstres qui se déguisaient en êtres humains. Emma dormait paisiblement dans sa chambre sécurisée, protégée par des systèmes et des personnes qui mouraient avant de laisser le mal à lui atteindre. Et dans son étude, son père a planifié la prochaine phase d'une campagne qui ferait comprendre les prédateurs du monde. Toucher un enfant, détruire une famille, trahir les innocents et faire face aux conséquences sans pitié, sans évasion et sans espoir de rédemption. La chasse n'a jamais terminé. Il n'a trouvé que de nouvelles proies. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.